Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 nouvelles tempêtes qui sont en train de s'installer sur les marchés financiers et qui pourraient d'ailleurs s'intensifier au cours des prochaines semaines, des prochains mois, avec bien sûr des conséquences pour notre épargne, pour l'économie française, donc pour notre quotidien. Alors quelles sont ces 3 tempêtes? D'abord sur les marchés boursiers qui sont en train de repartir à la baisse, même en nette baisse, par exemple sur le CAC 40, on va en parler tout à l'heure. Ensuite sur l'évolution de l'euro-dollar qui avait fortement baissé en 2022. Puis il a un petit peu remonté la pente, certains ont dit ça y est, l'euro va vraiment être très dynamique, mais non, ça y est, ça repart à la baisse de façon tout à fait justifiée, on le verra tout à l'heure là aussi, et quelles seront les perspectives. Et puis troisième point, d'ailleurs on va commencer par ça, les taux d'intérêt qui restent très élevés, même qui augmentent de nouveau, et ça c'est important pour bien sûr les taux d'intérêt des obligations d'État, mais également sur les taux d'intérêt de nos crédits, donc avec des conséquences sur l'activité de nos entreprises, également sur l'immobilier. Donc vous voyez que des éléments extrêmement importants que nous allons voir tout de suite avec bien sûr, comme d'habitude, des graphiques réalisés sans trucage. C'est important parce que là on entend énormément d'idées qui sont souvent extrêmement fausses, donc encore une fois l'important c'est de visualiser pour mieux comprendre. On commence donc avec ces taux d'intérêt de la dette publique française qui continuent d'augmenter. Alors on n'est pas encore à 3,2%, les niveaux qu'on avait atteints il y a quelques semaines, on est reparti à la baisse, mais là on est à 3,1% de taux d'intérêt à 10 ans avec bien sûr des conséquences sur les taux d'intérêt de nos crédits. Alors comment ça marche les taux d'intérêt? C'est très simple, les taux d'intérêt des obligations d'État, qu'on appelle les taux d'intérêt obligataires souvent, donc à long terme, eh bien ça dépend de plusieurs choses. D'abord la base, c'est le taux d'intérêt monétaire. Et comme vous le savez, ce taux d'intérêt monétaire, donc de la Banque Centrale Européenne, il a fortement augmenté. On est aujourd'hui à 3,75%. Et ensuite, par rapport à cette base, on va ajouter des primes de risque qui peuvent d'ailleurs être négatives. Par exemple, prime de risque sur la croissance. S'il y a plus de croissance, les taux d'intérêt vont augmenter. Ça, c'est fait monter les taux d'intérêt. Et à l'inverse, si la croissance baisse, comme ça risque de se produire, là, les taux d'intérêt des obligations d'État baissent. Donc, c'est ce qui est en train de se produire. Vous voyez qu'on a à peu près chiffré une baisse de 0,5 points d'influence sur les taux d'intérêt à long terme. Par contre, l'inflation reste très élevée, va même encore un petit peu augmenter, notamment en France. Donc là, influence positive, 0,5 points. Donc ça, finalement, ça se corrige les deux effets. Et puis surtout, le plus important, c'est la prime de risque sur la dette publique qui n'arrive pas à baisser, mais surtout qui va continuer d'augmenter, c'est le problème. Donc ce qui veut dire que si on regarde un taux d'intérêt théorique de la dette publique française, aujourd'hui, on devrait avoir un niveau d'au moins 4,75%, alors que nous sommes à 3,1%. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore une marge d'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française. On pourrait atteindre rapidement les 4%, avec bien sûr des impacts sur l'activité économique, également sur le secteur immobilier qui commence à bien baisser, on en reparlera dans une autre chronique, et donc qui devrait continuer à baisser. Tout ça pourquoi? Parce que les dirigeants français n'arrivent toujours pas à baisser le déficit public, à baisser la dette publique. C'est même l'inverse qui se produit. Alors, il y a eu évidemment des petits mouvements de repli conjoncturel. Là, c'est le déficit public, donc c'est les bâtonnets bleus, évidemment, liés à l'après-Covid. Mais on voit que dès 2023, ça repart à la hausse. Et donc là, on nous dit, ben non, finalement, on va maintenir un déficit public extrêmement élevé. Et donc, la dette publique, la courbe rouge, va très vite atteindre les 115% du PIB. Donc, des niveaux extrêmement élevés. Alors, on entend là, depuis quelques jours certains nous dire « Oui, mais il faudrait peut-être augmenter les impôts. » Ça y est, ça commence. Et ça, c'est évidemment le grand danger que je vous ai annoncé même depuis déjà plusieurs années finalement, avec une augmentation des impôts sur le patrimoine et l'épargne. Vous voyez, ça commence à arriver. Il y a un rapport qui a été fait par un économiste, on ne va pas le nommer, mais bon, il est là déjà depuis, il avait conseillé Jospin, il a conseillé Hollande, il a conseillé Macron. Vous voyez que ce n'est pas que des réussites. Hein. Donc, mais il a sorti là une étude en disant « Oui, il faut taxer, notamment pour financer l'économie verte, il faut taxer l'épargne, il faut taxer le patrimoine. » Alors bien sûr, il nous dit des plus riches, bien entendu, mais comme les plus riches sont déjà partis bien souvent, ceux qui restent, c'est-à-dire la classe moyenne, c'est elle, comme d'habitude, qui va souffrir. Donc là, c'est très dangereux parce que si on augmente encore les impôts, sachant que je vous le rappelle, on est déjà numéro 1 en termes du monde des impôts, hein, on a un record historique de prélèvements obligatoires, on est à 45,3% de notre PIB, 47% même si on prend les normes Eurostat, c'est la courbe rouge ici. Donc qu'avec le temps, ça n'a pas arrêté d'augmenter et plus la pression fiscale a augmenté, plus la croissance s'est effondrée. Hein, c'est la courbe bleue, la croissance en moyenne sur 10 ans, qu'on pourrait appeler la croissance structurelle, vous voyez, qui était à 6% dans les années 70, elle est aujourd'hui à moins de 1%. Donc
C'est ça qu'on veut pour l'avenir de la France. On veut encore augmenter les impôts, encore casser l'activité économique. Évidemment, ce n'est pas la solution. Voilà. Dès qu'on a un problème, on augmente les impôts. Voilà pourquoi on est numéro 1 des impôts au niveau mondial, qu'on a des records historiques d'imposition, mais également que on crée à chaque fois des niches fiscales justement pour essayer de limiter l'impact négatif sur l'activité. Donc on ne s'en sort pas, on a une imposition qui est extrêmement complexe. Et ben non, on continue. Alors vous savez, si ça commence à arriver dans les médias et autres, c'est que c'est déjà évidemment dans les tuyaux. Pas pour tout de suite, je vous ai déjà dit que je vous préviendrai, mais c'est sûr que notre épargne est évidemment en danger à cause de ces personnages qui sont évidemment extrêmement dangereux et qui malheureusement arrivent parfois à la tête de l'État. Et donc c'est ce qui fait que ça peut nous coûter extrêmement cher. Ça fait des années que ça dure et ça risque de continuer. Donc ça, c'est quand même un risque sur notre épargne à moyen terme. Mais donc, évidemment, comme ce n'est pas crédible, et bien voilà pourquoi la dette publique va encore augmenter et que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Je vous donne un exemple. L'Italie, vous voyez, l'Italie, les taux d'intérêt, c'est la courbe bleue ici, sont aujourd'hui à 4,3% de taux d'intérêt à 10 ans. On est à 3,1%, on va bientôt atteindre les 4%. Regardez, c'est intéressant de voir que la courbe rouge, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce. Regardez qui passe sous le niveau italien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, dimanche dernier, donc Kyriakos Mitsotakis donc, a gagné les élections. Il veut faire des nouvelles élections pour avoir une majorité encore plus large. Mais lui, justement, il s'engage à réduire cette dette publique. Donc ça marche, oui, ça fait baisser les taux d'intérêt, alors que nous, évidemment, c'est exactement l'inverse. Comme on n'a pas de crédibilité pour baisser la dette publique, on dit qu'on va encore augmenter les impôts, ce qui va casser l'activité, ce qui va augmenter les déficits et donc augmenter la dette. C'est ce qui fait que les taux d'intérêt vont encore malheureusement augmenter dans notre douce France. Ça, il faut être préparé à cela, ça va continuer. Dans le même temps, eh bien, c'est la deuxième tempête qui est en train de se produire, l'euro repart à la baisse. Donc là, on voit bien cette descente aux enfers de l'euro l'année dernière, on était même sous les 1 dollar contre l'euro, on a touché quasiment les 0,95, et puis après, oui, il y a eu un effet de rattrapage, l'euro est reparti à la hausse parce que la Banque Centrale Européenne a commencé à augmenter les taux d'intérêt, la croissance de la zone euro est devenue même supérieure à celle des États-Unis, donc ça a un petit peu redonné du baume au cœur à l'euro, mais attention, ça y est, ça repart à la baisse, et dès qu'on a touché les indices, là on revient, on est même passé sous les 1,08 au moment où je vous parle. Alors pourquoi? Eh bien parce que justement, cette accalmie était de courte durée. Vous voyez, on a eu, vous avez la comparaison entre la croissance de la zone euro, c'est la courbe bleue, et la croissance des États-Unis, c'est la courbe rouge. Eh bien, on a vu qu'effectivement, en 2022, surprise, comme les Américains avaient augmenté les taux d'intérêt très rapidement, ça a cassé l'activité, alors que nous, on ne l'a pas fait. Donc, la croissance de la zone euro est redevenue supérieure à celle des États-Unis, ce qui s'était quasiment jamais vu depuis pas mal d'années. Et là, ça y est, vous voyez, au premier trimestre 2023, j'ai envie de dire, la normalité est revenue, c'est-à-dire que finalement, la croissance américaine est repassée devant la croissance de la zone euro. Si on voit l'écart de croissance, vous voyez, c'est la courbe bleue ici. Donc, on fait États-Unis moins zone euro, voilà, c'est très net. Donc on avait un avantage, je dirais, donc, à la zone euro, donc pendant quelques trimestres, qui était d'ailleurs exceptionnel. On est monté à 2,6 points donc d'écart d'avantage pour la zone euro, du jamais vu, incroyable, vous voyez, sur longue période. Et ça y est, on repart à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve un avantage de croissance pour l'oncle Sam. Donc vous voyez, c'est la croissance, l'écart de croissance cumulée depuis 95. On était monté à 100 points d'écart. Là, on est redescendu à 95. Puis ça repart évidemment à la hausse. Et donc c'est très net. Vous voyez là, on a le comparatif entre les écarts de croissance et la courbe rouge et l'évolution de l'euro-dollar. Donc on voit bien que effectivement cette remontée, je dirais, des écarts de croissance à l'avantage de la zone euro a fait un petit peu monter l'euro. Et maintenant c'est terminé. Donc l'euro va repartir à la baisse, d'autant que les perspectives d'activité de la zone euro sont très mauvaises. On vient d'avoir les chiffres de la production industrielle, ça s'est complètement effondré, moins 4,1% sur un mois, moins 2,1% en glissement annuel, c'est la courbe bleue ici. Donc vous voyez que le PIB finalement risque de chuter, c'est la courbe rouge, et surtout les indicateurs avancés de cette croissance dans la zone euro. On a eu la semaine dernière l'enquête ZW, très forte baisse, donc c'est la courbe rouge, courbe bleue c'est le PIB, attention, ça risque de partir à la baisse. Et là on vient d'avoir les indicateurs des directeurs d'achat, et là c'est vrai qu'on a eu, je dirais, dernièrement une bonne surprise, notamment sur les services, c'est la courbe verte ici, ça repart à la baisse un petit peu au mois de mai, mais surtout regardez l'industrie qui replonge, qui aggrave sa récession. On était déjà en récession dans l'industrie depuis plusieurs mois, et ça continue, ça s'aggrave. Donc la courbe bleue, le PIB, évidemment le glissement annuel du PIB va lui aussi continuer de baisser, donc c'est pas bon signe. Alors si on regarde également ce qui se passe par exemple en France, là aussi c'est pas bon signe, on reste dans la récession industrielle, c'est la courbe rouge ici, et vous voyez que dans les services qui avaient tiré un petit peu, qui avaient sauvé les meubles en France, ça repart également à la baisse, donc attention, la croissance va s'affaiblir encore et toujours, j'ai envie de dire, dans l'Hexagone, et même chez nos amis allemands, où on a vu un petit espoir, les Allemands avaient dit, bon ça y est, le plus dur est passé, vous voyez, c'est l'indicateur, il faut des perspectives d'activité, la courbe bleue, ça avait redémarré, et hop,
ça repart à la baisse. Ça, c'est les chiffres qui viennent de sortir aujourd'hui même du mois de mai. Et donc, évidemment, le PIB qui est déjà en glissement annuel négatif, ça va continuer. Donc voilà, la zone euro, malheureusement, la croissance va encore s'affaiblir. Ça, c'est bien sûr, c'est pas bon pour l'euro-dollar. Et sachant que dans le même temps, aux États-Unis, il y a toujours aussi un peu de récession industrielle, c'est vrai, mais regardez, dans les services, ça reste extrêmement dynamique, donc ce qui permet de limiter la casse. Donc l'économie américaine, finalement, limite les dégâts. Alors on verra s'il y aura le shutdown, vous savez, le plafond de la dette qui sera atteint, et à ce moment-là, qui ne sera pas voté par le Congrès. Si c'est le cas, ça va évidemment jouer. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ça va faire baisser le dollar à court terme. Mais non, pour l'instant, le dollar reste fort parce que justement, là, ces écarts de croissance. En gros, si ça va mal aux États-Unis, ça va encore plus mal, malheureusement, dans la zone euro. Et parallèlement, les taux d'intérêt, c'est-à-dire le comparatif, combien est rémunéré finalement le dollar par rapport à l'euro. Donc aux États-Unis, on est toujours, enfin ça a augmenté, on est à 5,25%, on est à 3,75%, c'est le taux d'intérêt donc là de la BCE, le taux REFI, la courbe rouge, le taux objectif des Federal Funds. Donc combien est rémunéré le dollar par rapport à l'euro. Vous voyez qu'on a cet écart de taux qui est toujours là, même s'il n'y a que 1,5 point d'écart, mais c'est quand même là. Le dollar est mieux rémunéré que l'euro, et donc comme on va maintenir les taux d'intérêt sur des niveaux élevés aux États-Unis, même si on les remonte encore un petit peu dans la zone euro, il y aura toujours cet écart, donc en faveur du dollar. Idem sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Si on compare le taux d'intérêt américain, c'est la courbe bleue, au taux d'intérêt donc des obligations de l'État allemand, qui est la référence finalement dans la zone euro, il y a toujours cet écart entre les deux qui fait que le dollar est mieux rémunéré. Donc attention, l'euro risque de repartir encore à la baisse, de baisser encore, revenir vers les 1,05 $ pour un euro, parce que malheureusement, on a cet affaiblissement structurel de la zone euro d'un point de vue économique, également politique. D'ailleurs, l'euro s'affaiblit non pas seulement vis-à-vis du dollar, mais également du franc suisse. On voit que, alors bien sûr, il était tombé à 0,95 contre le franc suisse, il est remonté un petit peu à 1, et là, il revient vers 0,97. Donc le franc suisse reste toujours cette valeur refuge, notamment vis-à-vis de l'euro, qui va donc connaître encore quelques mois difficiles. Donc attention, il faut rester extrêmement prudent sur l'euro qui va continuer de baisser au cours des prochaines semaines. Dans ce contexte, donc, très difficile, bien sûr, pour les taux d'intérêt, pour l'euro-dollar, pour la croissance de la zone euro, pour la croissance mondiale également, et bien les marchés boursiers repartent à la baisse. Donc là, au moment où je vous parle, on est sur une baisse de 4,1% sur un mois du CAC 40. Ça baisse très fortement aujourd'hui, et peut-être ça va se stabiliser en fin de journée, mais néanmoins, on voit bien qu'on a cette baisse. Alors après, des records historiques évidemment atteints, mais là, vous voyez, on revient sur les niveaux qu'on avait début 2022. On est en légère baisse, donc ce qui veut dire que ça y est, le rallye est en train de se terminer. Sur le marché américain, donc ici on a le Standard & Poor's 500, c'est vrai que comme il y avait eu moins de rallye, moins de flambée, moins d'euphorie, moins de bulles finalement par rapport au CAC 40, où là il y avait un effet notamment lié au luxe, au secteur du luxe qui a porté un petit peu le CAC 40, on voit que là ça baisse. D'ailleurs on est toujours sur une baisse de 13,6% entre le janvier 2022 et le mois de mai 2023, le 23 mai 2023. Pour conclure, donc faisons le point sur les principaux risques qui pèsent sur les marchés boursiers. Il y en a au moins 10. Alors ils sont ici, on va faire le résumé, on va les détailler bien entendu. D'abord, le risque de shutdown aux États-Unis, donc à partir du 1er juin. J'ai fait une vidéo sur ce thème il y a 15 jours, d'ailleurs, qui a bien fonctionné. Vous pouvez bien sûr toujours la regarder, puisqu'elle détaille un peu tout ça, mais juste pour rappeler les grands principes, si à partir du 1er juin, le plafond de la dette publique américaine n'est pas rehaussé par le Congrès, vous savez que la Chambre des représentants, donc, qui est à majorité républicaine, alors que le président est démocrate, mais pour l'instant, ça bloque, il n'y a pas d'accord. Donc s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le shutdown, ça veut dire que l'administration américaine s'arrête. Donc avec parallèlement, on ne paye pas les taux d'intérêt, les intérêts de la dette, ça pourrait se produire. Et à ce moment-là, évidemment, on a un défaut de la dette publique américaine. Ça serait du jamais vu, bien entendu. Donc là, évidemment, ça fera mal sur les marchés boursiers, même temporairement. C'est vrai, ça pourra partir ensuite, mais c'est vrai qu'on aura cassé un petit peu la crédibilité. À partir de là, ça pourrait avoir également générer des tensions sur les taux d'intérêt à long terme, taux d'intérêt des obligations, et donc parallèlement des marchés boursiers qui repartent à la baisse. Donc ça, on aura la réponse le 1er juin. Je pense qu'on trouvera une solution, mais il peut se produire quelques jours difficiles, et puis au bout de quelques jours, on trouvera une solution, histoire de créer un petit peu de tension, et de rappeler justement que cette dette ne doit pas comme ça augmenter de façon démesurée et incontrôlée. Ça, c'est malheureusement ce qui arrive chez nous en Europe, où là, évidemment, il n'y a aucun contrôle. Deuxième point, bien sûr, les risques bancaires, on en parle moins, mais ils sont toujours là, toujours des grands dangers sur notamment les banques américaines, avec des risques de contagion, évidemment, en Europe. Ensuite, sur la croissance mondiale, elle va rester faiblarde autour des 1% en 2023, avec donc l'Inde, la Chine devant, et puis bien loin derrière les États-Unis, encore plus loin derrière la zone euro, la France, donc ça ne sera pas génial. Bien sûr, l'inflation, elle va rester élevée, elle va certes un petit peu reculer techniquement, parce qu'il y aura évidemment moins de demandes, donc c'est une baisse des prix à cause d'une récession, mais néanmoins l'inflation va rester élevée.
Cinquième point, cinquième danger, les taux d'intérêt monétaires, eux aussi, ils vont même encore augmenter dans la zone euro, se stabilisent aux États-Unis, mais ils vont rester aussi sur des niveaux élevés. Et parallèlement, on l'a vu tout à l'heure, la dette publique va continuer de croître, notamment en France, et donc les taux d'intérêt des obligations, eux aussi, vont continuer d'augmenter. Et ça va évidemment faire mal sur les marchés boursiers. Quant à la France, bien sûr, on voit qu'on a toujours ces risques politiques, sociaux, sociétaux. De jour en jour, on en apprend de verts et des pas mûrs. Et c'est vrai que ça fait peur, ça inquiète, bien entendu, sur l'avenir de l'économie française. On peut avoir une crise politique qui s'installe en France. Et donc derrière, bien sûr, une crise au sein de la zone euro. C'est qu'il y a beaucoup de dissensions en ce moment entre les différents pays de la zone euro, notamment l'Italie, l'Allemagne, la France, bien sûr. Les trois premiers grands pays de la zone euro, aujourd'hui, ne s'entendent plus vraiment. Donc ça pourrait faire mal. Ça pourrait même générer une crise de la dette publique dans la zone euro. Et donc avec, bien sûr, des conséquences sur les marchés boursiers. Et puis, bien sûr, dernier point, parce que là, on ne maîtrise pas, mais il faut toujours les évoquer, les risques géopolitiques qui sont toujours là. Bien sûr, la guerre en Ukraine, Taïwan, etc. Donc, fait qu'il y a énormément de tensions. Les marchés n'ont pas voulu les voir, ne veulent pas les voir régulièrement. Bon, ben voilà, ils font, entre guillemets, ils jouent à l'aveugle, sans vouloir voir ce qui se passe. Mais il y a une réalité, bien entendu, qui est là. Donc, on se doit de la rappeler. C'est-à-dire que les marchés boursiers devraient continuer de baisser pour certes repartir ensuite à la hausse, mais néanmoins ces tempêtes, ces corrections baissières sont salutaires pour pouvoir partir justement, repartir sur des bases plus saines. Voilà effectivement le but de l'économie, c'est pas encore une fois de faire peur, mais c'est d'avoir une meilleure connexion entre les marchés financiers et les marchés et la réalité, on va dire, économique. C'est ça le but, encore une fois, de l'économie, c'est ce qu'on fait bien sûr sur cette chaîne. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements. Continuez, on va bientôt atteindre les 90 000 abonnés, c'est formidable. Et il y aura une surprise d'ailleurs juste après, je vous en parlerai dans quelques jours. Merci encore à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.